Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, voilà, l'affaire Jubilard s'est terminée, enfin, momentanément terminée, puisqu'on sait que ces avocats ont interjeté appel de cette décision, donc affaire à suivre. Donc aujourd'hui, je vais tenter, je dis bien tenter parce que cette affaire est extrêmement dure et compliquée, dans tous les sens du terme, le procès de Dabia Benkired qui se tient en ce moment devant la cour d'assises de Paris. Le procès a commencé vendredi dernier et va s'achever vendredi prochain. Je vais tenter donc de lire les comptes rendus d'audience qui ont été postés sur Twitter, sachant que c'est un procès qui est beaucoup moins médiatisé que l'affaire Jubilard, mais c'est pas pour ça que c'en est moins dramatique, puisque ce qui s'est passé dépasse vraiment l'entendement. En plus, comme vous le savez, YouTube pratique la censure, donc je ne vais pas pouvoir utiliser les termes exacts pour décrire l'horreur de ce qu'a fait subir cette Dabia à la petite Lola, hein, évidemment, parce que sinon la vidéo va être censurée. Donc je ne sais pas, je vais peut-être employer les termes en utilisant les mots à l'envers ou en épelant, bref, je ne sais pas, mais je ne vais pas pouvoir dire les termes exacts. Donc ça va être compliqué. J'ai un peu hésité à faire cette vidéo parce que franchement, ça dépasse l'entendement. Moi, j'ai lu les comptes rendus, enfin j'ai lu certains articles et je trouve ça ignoble. C'est vraiment une ignominie, je ne comprends pas. Je pense que dans ce cas-là, le débat sur la PDM devrait être rétabli parce que là, on parle d'actes de TOR, TURE. C'est de la barbarie. On n'est pas sur un simple meurtre. C'est vraiment écœurant. Donc ceux qui sont trop sensibles pour écouter ça, je vous invite franchement à pas écouter la vidéo parce que c'est compliqué, parce qu'il n'y a rien qui va dans cette affaire, parce que de mon point de vue personnel, cette personne ne devrait même pas être jugée. Je pense que pour des cas comme ça, on devrait rétablir ce qui a été aboli en 1981 par Badinter, parce que je trouve ça ignoble. Voilà, ça reste mon avis personnel, mais je pense que pour des cas comme ça, il y a vraiment des exceptions qui devraient faire que la PDM devrait être établie, hein, clairement. Donc c'est parti, je vais lire, contextualiser. J'avais fait une vidéo au sujet de l'affaire Lola il y a 1 an ou 2, lorsque ça s'était passé en octobre 2022, puisque on juge les faits 3 ans après la disparition et le meurtre de Lola par cette créature. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver la vidéo. Je crois que ça s'intitulait « Triste anniversaire, Lola, un bien triste anniversaire ». Donc je vais commencer par lire le compte-rendu de l'audience qui s'est tenue, donc le premier jour de procès, le vendredi 17 octobre. Il faut savoir donc que ça se passe devant la cour d'assises de Paris et que la salle d'audience est extrêmement petite. Ce qui fait que je crois qu'il n'y a pas plus d'une vingtaine de personnes qui peuvent assister à l'audience, puisque la maman a voulu que ce ne soit pas un huis clos et que ce soit une audience publique, sauf que le nombre de places est très limité. Je crois qu'il n'y a que 18 ou 20 personnes qui peuvent rentrer dans la salle d'audience. Donc c'est parti, let's go. Je commence donc la première journée d'audience qui s'est déroulée donc vendredi dernier. C'est parti, let's go. Alors avant de commencer le compte rendu d'audience, pour contextualiser, elle est considérée donc comme la principale suspecte. Il faut savoir qu'un collège d'experts psychiatriques a conclu qu'elle avait aucune pathologie mentale de nature à exclure sa responsabilité pénale, ce qui fait qu'elle peut donc être jugée devant un tribunal, même si elle tient des propos parfois incohérents, qu'elle va, vous allez le voir au cours des comptes rendus d'audience, essayer de s'exonérer en disant que voilà, elle était droguée, qu'elle fumait du cannabis, qu'elle avait pris des médicaments, etc. Elle est parfaitement, elle est parfaitement responsable pénalement de ses actes. Donc c'est important de le souligner.
Donc après, effectivement, les actes qu'elle a pu faire subir à Lola sont ignobles. Hein, on parle d'abus extrêmement violents, également des coups avec des ciseaux, avec un couteau, des blessures qui sont ante- et post-mortem, mais ante-mortem, donc avant que la pauvre Lola ne passe, ne décède. Donc c'est extrêmement violent. On a parlé également des soupçons, voilà, le mobile n'est pas clair, on parle de frustration amoureuse, on parle du fait que ce serait sur fond de sorcellerie avec des enfants zouris, on parle de commandes, on parle de trafic de ORGANES, tout ça est extrêmement flou, extrêmement confus. Il y a beaucoup de pistes et la première, c'est qu'elle est complètement... c'est une personnalité perverse qui manipule, qui ment et qui est extrêmement, on peut le dire, diabolique. Elle est complètement toxique. Mais elle n'est pas atteinte d'une pathologie mentale qui pourrait la dédouaner de sa responsabilité. Et ça, c'est extrêmement important puisque ça va permettre de la juger. On rappelle qu'elle risque donc 30 ans de réclusion criminelle incompressible puisque on est sur des actes de tort et de barre. Hein. Donc voilà, on n'est pas entre guillemets sur un simple meurtre, mais on est vraiment sur quelque chose d'ignoble. Donc c'est parti, je commence le premier jour d'audience, donc du vendredi 17 octobre. Le procès de Dabia Ben-Kired s'est ouvert ce matin, 17 octobre, devant la cour d'assises de Paris. Le tirage au sort des jurés, dont 3 femmes, s'achève à l'instant. Dabia Ben-Kired fait son entrée dans le box. Les cheveux tirés, sans le moindre maquillage, elle porte un gilet noir et un t-shirt blanc. Impassible, elle semble malgré tout écouter attentivement tout ce qui se passe dans la salle. C'est le frère de Lola qui prend la parole et se tourne vers le box où se trouve Dabia Ben-Kired. Je veux parler au nom de toute la famille et de mon père aussi, qui n'est plus là à cause de la même personne. On veut que vous disiez la vérité à toute la France et à nous. Depuis le banc des parties civiles, les membres de la famille de Lola écoutent attentivement l'enquêtrice de personnalité qui déroule d'une voix calme et posée la vie de l'accusé. Donc un rappel qu'au moment des faits, c'est une Algérienne qui était sous OQTF, donc une obligation de quitter le territoire français. Alors que son avocat pose des questions à l'enquêtrice de personnalité, Dabia observe avec attention. Son regard alterne entre son défenseur et l'enquêtrice. Assise les bras croisés sur son ventre, elle semble particulièrement attentive. « J'ai toujours été la première de ma classe, raconte Dabia, qui explique qu'elle voulait devenir infirmière. De bons souvenirs, demande le président. Oui, sauf quand mon père est parti en prison en Italie. J'ai dû aller vivre chez ma grand-mère avec mes tantes qui me faisaient des trucs pas bien. Donc, petite parenthèse, il faut savoir que tout au long du procès, elle va adopter un discours victimaire, c'est-à-dire elle va dire qu'elle aurait été victime d'abus de la part de sa famille, de ses tantes, d'un cousin, de certains Algériens qu'elle aurait rencontrés en France, qu'elle aurait eu des relations tarifées, etc. Donc, elle est victime de tout le monde et elle se dédouane de tout. Je reprends. Le président interroge Dabia sur la quantité de drogue qu'elle fume. Beaucoup, plus de 20 joints. Ça lui fait un point commun avec Jubilard. Et vous aviez arrêté, oui, pendant 1 mois. Avant les faits, demande le président. Oui, j'ai repris quand Mustapha a laissé une valise de bœuf chez moi. Dabia parle, elle parle beaucoup, elle est prolixe. Elle raconte la prostitution à laquelle elle s'est livrée, évoque ses compagnons, les attouchements dont elle aurait été victime de la part de certaines de ses tantes, sa mère morte dans ses bras. Interrogée par l'avocat général, Dabia répond. Tout ça n'est pas arrivé comme ça, c'est la prostitution qui m'a conduit à faire des trucs de malade. Lorsque vous avez reçu une OQTF en août 2022, pourquoi ne pas avoir quitté le territoire, demande le président. Réponse de Dabia. Je me sens libre en France, en Algérie, on n'a pas de vie. Il n'y avait pas de raison que je parte. Bah oui, c'est sûr, tu as une OQTF, mais il n'y a aucune raison pour que tu quittes le territoire. C'est vraiment open bar, quoi.
L'audience est suspendue, reprend à 14h30. Désolé pour les couacs de ce début de live, mais les conditions de travail sont un peu compliquées. En effet, même si nous avons été accrédités, seule une poignée de journalistes ont eu accès à la salle d'audience. Les autres, dont je fais partie, sont installés dans une petite salle assez éloignée, à côté de la Sainte-Chapelle. Un écran retransmet partiellement les images de la salle d'audience, ce qui complique un peu l'exercice. Impossible par exemple d'avoir en direct les réactions des uns et des autres dans la salle, mais je fais au mieux pour vous retranscrire les débats le plus fidèlement possible. L'audience reprend. Alors que Maxime G, le directeur d'enquête, s'apprête à déposer, le président annonce qu'il diffusera des images de la découverte du corps de Lola. Des images dures, insoutenables. Ce sont des photos qui ne sont pas faciles à voir, dit-il, invitant les personnes sensibles à quitter la salle quand sera venu ce moment. Des photos sont diffusées, notamment de l'intérieur du studio de la sœur de Dabia, où Lola a été emmenée avant d'être tuée. La photo d'une batterie de couteaux retrouvée sur place est diffusée. Celui avec la plus longue lame, d'une vingtaine de centimètres, a réagi positivement au Blue Star, indique sombrement l'enquêteur. La vidéo montrant Lola rentrant dans l'immeuble aux côtés de Dabia Benkired est diffusée. La fillette, en survêtement clair, porte son sac à dos sur le ventre. Lola semble hésiter, l'air inquiet, souligne l'enquêteur qui commente ces images. La vidéo suivante, à 1h37 après l'arrivée de Lola dans la résidence, montre Dabia bloquant la porte avec une valise rose. Et revenir avec la valise noire et la malle qu'elle tire derrière elle courbée sous son poids. C'est la malle qui contient le corps de Lola. De nouvelles images glaçantes sont diffusées. Celle de Dabia, arrivant au bar Le Rallye, toujours avec la malle qu'elle pousse entre deux tables du restaurant. On y voit Dabia s'asseoir sur la banquette, discuter comme si de rien n'était, pianoter sur son téléphone, alors que le corps de la fillette se trouve à l'intérieur. Le président annonce maintenant que des photos du corps de Lola vont être montrées. La mère et le frère de la fillette ne quittent pas la salle, des images absolument insoutenables en effet. Les membres de la famille de Lola quittent discrètement le banc des parties civiles. Ces images sont d'une violence inouïe. Delphine, la mère de Lola, revient discrètement s'asseoir avec les membres de la famille. On ne peut qu'imaginer leur épreuve, on ne peut que saluer leur dignité. Le responsable de l'enquête indique que Dabia a seulement été testée positive au cannabis, rien d'autre. Donc ça, c'est important de souligner, parce qu'on va voir plus loin dans les audiences suivantes qu'elle va dire « Oui, mais j'ai avalé ça. Oui, mais j'ai pris tel produit médicamenteux. Ça m'a fait perdre la tête. » Il faut savoir qu'elle a été contrôlée uniquement positive au cannabis et pas à d'autres substances médicamenteuses. Voilà. Le soir du 14 octobre, Benkired et un ami vont au restaurant Les Trois Atlas. Lui reste en retrait, elle commande des nuggets et des frites, dit l'avocate des parties civiles. Elle est toute souriante, 3 heures à peine après les faits. Pourquoi indiquer qu'elle sourit, demande-t-elle à l'enquêteur. On le précise parce que l'on a du mal à croire qu'après avoir commis son crime, elle soit aussi décontractée, précise l'enquêteur. L'avocat général. Pouvez-vous décrire quand le corps a été sorti de la malle, ce qui s'est produit avec la tête de la victime? Je n'étais pas présent, dit l'enquêteur. Moi qui étais là, dit le magistrat, si je vous dis que j'ai vu la tête basculer, comme si elle était prête à se détacher. Est-ce que c'est étonnant qu'un meurtrier froid et calculateur revienne sur les lieux du crime, tente la défense? Non, c'est surtout qu'elle ne sait pas comment s'en débarrasser de cette malle. Ce n'est pas irrationnel? Tout est irrationnel du début à la fin. Le cas Dabia fascine autant qu'il terrifie. Lâche une femme dans la salle des pas perdus durant la suspension. L'enquêteur qui a procédé à son audition raconte. Elle se redresse, met les coudes sur mon bureau, son visage à 30 cm du mien. J'ai prévu de lui montrer 5 photos très dures à regarder. Je lui dis « Tu veux savoir ce qu'il y a dans la caisse ?»« Oui, répond-elle. Il poursuit. Je lui montre une photo. Le silence est total. Elle va me regarder la photo, et me regarder dans les yeux, et me dit « Encore ?» Je lui montre une seconde photo, et elle dit « Elle s'est fait violer, cette personne. » Je ne réponds pas. Elle regarde la photo et dit « Encore ?» pour que je lui montre une 3e photo. Elle dit « Encore » pour voir la 4e et « Encore » pour la 5e. « Ok » dit-elle enfin sur la vidéo diffusée à l'audience.
La suspecte passe aux aveux, raconte le policier. Je ne sais pas si elle voulait me provoquer, raconte l'enquêteur, mais à ce moment-là, elle m'a dit « Et si vous voulez tout savoir, j'ai même bu son sang. » À plusieurs reprises, l'enquêteur se retourne vers l'accusée. Il a l'air surpris de la voir si transformée. Elle s'est épaissie, je crois qu'elle a pris une vingtaine de kilos. Elle n'a pas le moindre maquillage. Le président le lui fait remarquer. Le policier répond après l'avoir regardé plus longtemps. Le regard, c'est le même. On a l'impression que cette audition vous a marqué, note le président. C'est particulier parce que cette femme et parce que les faits sont d'une grande cruauté. Parce que c'est une femme et parce que les faits sont d'une grande cruauté. Et en raison aussi du comportement qu'elle a eu avec moi en me provoquant, admet le policier. Donc ça, c'était le compte-rendu d'audience du 17 octobre fait par le nouveau détective, à savoir que c'est compliqué de retrouver les comptes-rendus d'audience sur Twitter, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. Là, j'ai un autre article qui date aussi du 17 octobre, donc Amaury Bucco, qui parle de l'affaire Lola, Amaury Bucco de Valeurs Actuelles, je crois, qui parle justement de la piste de la sorcellerie. L'enquêteur raconte par exemple avoir entendu un témoin durant les investigations qui racontera que Dabia avait une discussion un week-end avant les faits à Pornic. Des amis de ce témoin avaient lancé une conversation philosophique sur le 0 et la mort, parce que je crois qu'on a retrouvé les chiffres 1 et 0 inscrits sur la plante des pieds de Lola au rouge à lèvres rouge, et 1-0 ça correspond à des chiffres de sorcellerie sur fond de je sais plus quoi, enfin bref, d'enfancerie, etc. Donc en fait c'est une coutume algérienne pour trouver un trésor. Donc selon cette coutume, aurait-elle raconté, il faut TUR, un enfant blanc et blond, lui couper la tête, puis regarder le sang de l'écoulement du sang pour trouver un trésor. D'autres éléments évoquent un contexte de sorcellerie. Dabia ayant par exemple déclaré avoir prélevé du sang de Lola dans une bouteille, l'avoir bu, même si ça n'a jamais été démontré. Selon les investigations, Dabia a également fait des recherches sur son téléphone pour savoir comment faire un sacrifice humain. Donc idem, avant de commettre les faits, Ben Kired a envoyé un message à son ex-compagnon qui lui avait envoyé un doigt d'honneur. « Tu vas voir mes doigts ce que je vais en faire, tu vas voir ce que c'est une vraie Algérienne. On se voit après ce que j'ai à faire. » Donc toujours selon l'enquêteur, Ben Kired aurait pu choisir Lola parce que c'était une enfant, donc pour décharger sa frustration sur une personne vulnérable, facile à soumettre. Une enfant donc plus faible qu'elle pouvait facilement déverser sa haine sur elle. Plus tard, il dira, là on est plutôt sur des faits gratuits. Donc voilà, là c'est un peu une tentative vaine et désespérée de chercher un mobile pour essayer de comprendre en fait pourquoi elle est passée à l'acte sur cet enfant. Je pense personnellement qu'il n'y a pas grand chose à comprendre à part qu'elle est complètement folle, mais pas folle dans le sens où sa nature, sa responsabilité pénale peut être exclue. Elle avait conscience de ce qu'elle faisait, mais en gros elle a voulu, je pense, décharger sa frustration, et puis sur fond de sorcellerie, parce que tout devait s'embrouiller dans sa tête, mais c'est véritablement abject. Donc à présent, on va lire le deuxième jour de procès, donc l'audience du 20 octobre, qui s'est tenue donc lundi dernier, devant la cour d'assises de Paris. Donc pour rappel, Dabia est jugée depuis le 17 octobre et jusqu'au 21 octobre pour le VIOL et le MEUR-TRE de la petite Lola Davier en octobre 2022. Elle comparait donc pour MEUR-TRE d'une mineure de 15 ans accompagnée ou précédée d'un VIOL. Voilà, TOR, TURE et acte de Barba, voilà, plus noirie, ainsi que pour VIOL commis sur un mineur avec acte de tort et de barre. C'est vraiment absolument atroce. C'est abject. Alors, excusez-moi, je me suis trompée, j'ai pas fini de lire le compte-rendu d'audience pour la première journée de procès du vendredi 17 octobre. Donc, je reprends la première journée d'audience le vendredi 17 octobre, l'après-midi, après la suspension d'audience.
Donc c'est parti. L'audience va reprendre avec les témoignages de 2 directeurs d'enquête. Alors que Maxime G, le directeur d'enquête, s'apprête à déposer, le président annonce qu'il diffusera des images de la découverte du corps de Lola. Des images donc dures, insoutenables, ce sont des photos qui ne sont pas faciles à voir, dit-il, invitant donc les personnes sensibles à quitter la salle, quand sera venu le moment. Donc une plaie au niveau du cou qui a presque entraîné, pareil je ne peux pas dire le mot, la décapie plus loin Théa-T-I-O-N. Le commissaire dépose, il raconte le moment où il a été appelé rue aux poules après la découverte de la malle où gisait le corps de Lola. La malle faisait 70 cm par 40 cm. On a sorti le corps qui était entièrement nu. C'était le corps d'une jeune fille de type caucasien. Son visage était entièrement masqué par le scotch, les 2 mains attachées ensemble. Le visage et le cou étaient recouverts de scotch, explique-t-il. Le corps de Lola était enroulé dans une couverture où il était inscrit « It's time to sleep ». Il y avait une plaie au niveau du cou qui a presque entraîné donc la déca, voilà, poursuit l'enquêteur. On a constaté une plaie très importante au niveau de la mâchoire. On a constaté des plaies avec une arme blanche. On a compté 18 plaies. On a constaté que 2 chiffres avaient été inscrits sous les pieds, un 0 et 1, avec une espèce de liquide rouge. On a retiré le scotch du visage de la victime. On a constaté que son visage était très déformé. On ne pouvait pas affirmer que c'était Lola Davier. On a vu qu'elle avait les yeux bleus. Le commissaire évoque le témoignage d'un SDF qui a entendu Dabia et Fria, sa sœur, se disputer en bas de la résidence le soir des faits. « Mais dis-moi ce qu'il y a dans la malle » aurait hurlé Fria. Cette dernière déclarera plus tard avoir cru dans un premier temps qu'il s'agissait de l'ex-compagnon de sa sœur. D'accord. Des photos sont diffusées notamment de l'intérieur du studio de la sœur de Dabia, où Lola a été emmenée avant d'être TU et E. La photo d'une batterie de couteaux retrouvée sur place est diffusée. Celui avec la plus longue lame d'une vingtaine de centimètres a réagi positivement au Blue Star, indique sobrement l'enquêteur. La vidéo montrant Lola rentrant dans l'immeuble aux côtés de Dabia Benkired est diffusée. La fillette en survêtement clair porte son sac à dos sur le ventre. Lola semble donc hésiter, l'air inquiet. La vidéo suivante, 1h37 après l'arrivée de Lola dans la résidence, montre Benkired bloquant la porte avec une valise rose et revenir avec la valise noire et la malle qu'elle tire derrière elle courbée sous son poids. C'est la malle qui contient le corps de Lola. De nouvelles images glaçantes sont diffusées. Celle de Dabia arrivant donc au bar, le rallye, toujours avec la malle qu'elle pousse entre 2 tables de restaurant. On la voit s'asseoir sur la banquette, discuter comme si de rien n'était, pianoter sur son téléphone alors que le corps de la fillette se trouve à l'intérieur. Elle aurait expliqué à un homme présent dans le bar qu'elle avait des choses à vendre, des reins. Précise-t-elle, ce dernier ira raconter ce qu'il a vu quelques heures plus tard au commissariat. Sachant que je crois que, en fait, il s'attable, elle lui dit « tu veux voir à l'intérieur ?» Il va, comme elle lui parle d'organes à vendre, il doit penser que c'est évidemment répugnant, donc c'est pour ça qu'il va mettre sa manche comme ça pour éviter d'avoir à toucher la malle directement avec sa main. Il va entrouvrir la malle, il va voir juste des draps, il va voir une tache de sang séché, une forte odeur d'eau de javel et il va refermer, c'est-à-dire que là, il ne va pas voir le corps à l'intérieur de la malle. Le président annonce maintenant que des photos du corps de Lola vont être montrées. La mère et le frère de la fillette ne quittent pas la salle. Image absolument insoutenable. Des membres de la famille de Lola quittent discrètement le banc des parties civiles. Ces images sont d'une violence inouïe. C'est utile que la cour et le jury puissent voir et savoir ce que l'on juge exactement, déclare le président. La mère de Lola finit par quitter la salle pendant ce temps. Benkired regarde fixement l'écran. Elle ne montre aucune émotion. C'est désormais les photos de la salle de bain où Lola a été torturée qui sont diffusées. La pièce a été passée au Blue Star qui a révélé des traces de sang importantes dans la pièce.
Parce que je crois qu'elle avait demandé en fait à Lola de prendre une douche parce que Lola était indisposée avant de pratiquer des actes ignobles sur elle. Le deuxième directeur d'enquête revient sur l'attitude de Ben Kired lors de son interrogatoire. Bon, ça, j'ai déjà dit, donc je ne vais pas le répéter, j'ai déjà dit précédemment. Pouvez-vous décrire quand le corps a été sorti de la malle, ce qui s'est produit avec la tête de la victime? Je n'étais pas présent. Moi qui étais là, dit le magistrat, si je vous dis que j'ai vu sa tête basculer comme si elle était prête à se détacher. Voilà pour l'entièreté de la première journée d'audience, donc du 17 octobre 2025. Donc cette fois-ci, je vais lire la seconde journée d'audience du lundi 20 octobre. C'est parti. Seconde journée d'audience du procès de Dabia Ben Kired, qui vient d'arriver dans le box pâle immobile. Elle se concentre sur le président qui fait un point sur les témoignages à venir. Il précise que si Fria a été expulsée, donc la sœur de Dabia, Katiba, la seconde sœur de l'accusé, n'a jamais quitté le territoire. C'est-à-dire qu'aucune des deux n'a voulu témoigner au tribunal. Le docteur Sec et le professeur Barbet font un exposé très détaillé, très technique. Lola a donc succombé à une asphyxie mécanique avec obstruction des voies aériennes. En effet, elle était bâillonnée avec des rouleaux de scotch. Est-ce que Lola a souffert? Drôle de question, évidemment, qu'elle a souffert. L'asphyxie en soi est très anxiogène. Le fait de ne pouvoir prendre son air, c'est une angoisse intense, rétorque l'experte. Le docteur Sec et le professeur Barbet font donc un exposé très détaillé, très technique. Madame Ben Kired, voulez-vous vous lever, demande le président. Souhaitez-vous réagir? Non, j'ai du mal à parler français, alors je n'ai pas tout compris. Bah voyons. C'est-à-dire, elle arrive en France avec un certificat étudiant, hein, et elle ne sait pas parler en français. Alors, petite parenthèse, je ne sais pas, il donne, je ne sais plus si c'est un certificat étudiant, enfin bref, un laissez-passer, un visa étudiant, il ne vérifie pas si la personne qui est étudiante parle et comprend le français. Bref, je pense que c'est encore un mensonge hein, de la part de cette folle. Le nombre de coups portés, alors là je ne vais pas dire le terme parce que voilà, les peinés plus loin TRA, TIONS, qui ont été faites devant et derrière, donc du vivant de Lola, ne correspondent pas à vos déclarations. Parce qu'il faut savoir que ça s'est fait, ça a été fait, les médecins légistes ont constaté 30 minutes avant qu'elle décède, donc anté-mortem. Moi, je ne l'ai jamais touché, affirme-t-elle. Bah oui, bien sûr. Ça a été fait 30 minutes avant son décès, mais tu l'as jamais touché. Vous avez reconnu lui avoir touché les seins et pratiqué un CU2NI. Note le président. Oui, mais pour le reste, aucune idée. J'ai ramené le corps chez Rachid. Je ne sais pas ce qui s'est passé, affirme l'accusé. Donc là encore, elle essaie de se dédouaner, c'est-à-dire qu'elle dit c'est pas moi, c'est lui, alors que c'est totalement faux, puisque ça a été fait anté-mortem. Selon les experts, cela s'est produit juste avant ou après la mort. Enfin, j'avais vu en l'occurrence que c'était 30 minutes avant son décès. Réponse de Ben Kired, je ne sais pas. Vous comprenez que Rachid ne peut pas l'avoir fait. Donc Rachid, c'est son ex-compagnon. C'est la vérité, j'ai rien fait. Alors comment on fait? S'agace le magistrat. Je n'ai pas d'explication. Si je l'avais fait, je l'aurais dit. Oui, bien sûr, on va te croire sur parole. Cet après-midi, 2 témoins sont entendus. Karim B, l'homme que Dabia Ben Kired a rejoint au bar Le Rallye et qui a vu le contenu de la malle, et Rachid N, le chauffeur qui a conduit l'accusé à Asnières. Karim B s'avance à la barre. Au Rallye, Ben Kired lui avait déclaré qu'elle avait un rein à vendre, dans la décontraction la plus totale, voilà. Et lui aurait montré le contenu de la malle dans laquelle gisait le corps de Lola. Il porte un masque chirurgical sur le visage et précise que c'est parce qu'il ne veut pas être reconnu. Le témoin, un moment placé en garde à vue avant d'être libéré, affirme qu'il a rencontré Ben Kired le 14 octobre 2022 devant le métro et qu'il ne la connaissait pas avant cela.
Je lui ai dit. Vas-y, montre-moi ce qu'il y a dedans, déclare le témoin. Benkired lui aurait proposé de regarder par lui-même. Après avoir soulevé le couvercle de la malle, Karim B aurait vu la couverture dans laquelle était enveloppée Lola. Il sent une forte odeur d'eau de javel. Je vois une mini-tache de sang effacée, mais très claire, reprend le témoin. Je suis choqué, je me suis dit, elle n'est pas bien dans sa tête, et je sors. Vous avez touché le contenu de la malle à un moment, demande le président. Oui, pour voir si c'était dur ou pas. J'ai senti un truc un peu mou. Dans votre audition, vous avez dit, comme si c'était une épaule. Le témoin acquiesce, mal à l'aise, tandis que l'accusé le fixe. Que pensiez-vous trouver dans la malle? Interroge le président. Tout, mais pas ça, de l'électroménager ou des choses comme ça. C'était inimaginable pour moi, inconcevable que ce soit un corps. Vous avez dit que Benkired avait souri dans le bar, reprend le président. Le témoin approuve. Maître Alexandre Valois, avocat de Benkired, demande au témoin. Elle ne vous semblait pas trop calme quelque part? Possible. Vous dites qu'elle a eu un sourire, un rictus un peu malin. Est-il possible qu'il y ait aujourd'hui une confusion dans la description que vous faites à la barre et l'influence médiatique du portrait que l'on a dressé de Benkired? Le témoin affirme se souvenir très bien du sourire de la femme. Le président demande à l'accusé de se lever. « Vous avez entendu ce qu'il a été dit ?»« Oui, mais il n'a pas dit qu'il m'avait demandé de coucher avec lui. Il m'a montré de l'argent. » À ces mots, le témoin fait non avec ses mains. « Vous n'en faites pas un peu trop, madame Benkired ?» demande le président, dubitatif. « Il m'a dit qu'on va se mettre au café, qu'il a beaucoup d'argent, maintient l'accusé. Toujours à la barre, Karim B dément formellement cette information. « Vous n'en avez jamais parlé, note le président. Je ne savais même pas qu'il était dans l'affaire, qu'il avait été entendu. Vous avez contesté lui avoir proposé un rein. Vous saviez donc qu'il avait été entendu. » Le président demande au témoin si les dires de l'accusé sont véridiques. « Impossible, je suis marié, répond Karim B. Ça peut arriver même quand on est marié. » Maître Valois demande à sa cliente comment elle se sentait le jour des faits. « J'étais pas dans mon état normal, souffle l'accusé d'une petite voix. Ben voyons. La malle dans laquelle le corps de Lola a été transporté est apportée devant la cour. Elle mesure 40 par 70 cm. Ça a dû être difficile de mettre le corps de l'enfant dans la malle, et réagit le président dans le silence glaçant de la salle. La vidéo où on voit Benkired et Karim B au bar est diffusée. L'audience est suspendue quelques minutes. Rachid N vient déposer à son tour. Il est âgé de 46 ans, il porte un jean, un sweat noir et il a le crâne rasé. Le président rappelle qu'il a été placé en garde à vue et mis en examen pour recel de cadavres avant de faire l'objet d'un non-lieu. Je suis de tout cœur avec la famille de Lola et j'aurais préféré que cette tragédie n'arrive jamais, déclare d'emblée le témoin. Le témoin a rencontré Benkired avant 2022 lorsque cette dernière travaillait au café L'Ambassade à Asnières-sur-Seine. Il déclare avoir flirté légèrement avec elle en 2019 alors qu'il l'hébergeait. Il précise qu'il ne s'est absolument rien passé. Selon Rachid N, les rapports qu'il entretenait avec l'accusé étaient occasionnels. On n'était pas vraiment amis, précise-t-il. Le jour des faits, Benkired a appelé Rachid N en lui disant qu'elle avait besoin de lui, car elle s'était disputée avec sa sœur. Alors chauffeur pour personnes âgées, il vient la récupérer dans le 19e arrondissement. « Comment est-elle quand vous la retrouvez ce soir-là » demande le président. Un peu contrariée, ce que je pouvais comprendre. Elle dit qu'elle s'est disputée avec sa sœur, qu'elle l'a mise à la porte et qu'elle a besoin de moi pour l'héberger. Elle a des affaires? Elle parle des valises, de la malle? Oui. Elle m'a aidé à charger la malle. Pourquoi vous êtes deux à la porter? Parce que c'était un peu lourd. Mais à aucun moment ce n'est pas la chose qui vous vient à l'esprit. Dans quel état était-elle durant le trajet, qui dure une trentaine de minutes? Ni agitée ni euphorique, comme d'habitude. Vous montez les valises et la malle chez vous? Oui, j'ai déposé ces affaires chez moi. C'est lourd. Vous ne vous demandez pas ce qu'il y a dedans? Non, je ne me pose pas de questions. Je ne suis pas très curieux. Que se passe-t-il quand vous êtes chez vous? Vous passez chez l'épicier? Oui. Vous achetez quoi? Des boissons? C'est tout? Des boissons et des préservatifs, reprend le témoin. Il vaut mieux nous dire la vérité, prévient le président. De l'alcool? Des sodas et de la vodka, au cas où il y aurait un flirt. Oui, on ne sait jamais.
Vous aviez déjà ça en tête, demande le président, pardon. On peut dire ça comme ça, répond le témoin. Dans son box, Ben Kiret prend la parole. J'étais pas d'accord par rapport à ça. Quand il m'a demandé de coucher avec lui, j'ai dit non. Et c'est là qu'il vous a renvoyé dans le taxi, termine le président. Oui. Donc, il faut savoir en plus que la malle est quand même assez lourde, puisque la petite Lola faisait 55 kilos. Et le mec se pose pas de question de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Ben Kiret se change, prend une douche, et ils vont dîner ensemble. Puis la jeune femme s'en va. J'ai pas insisté plus que ça, glisse le témoin. Vous étiez énervé que la soirée se finisse comme ça? Non, non, non. Vous avez passé près de 4 heures avec elle. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites, tiens, j'aurais pu percuter autrement? Non. Elle a dit que vous étiez d'accord pour l'aider à se débarrasser du corps de Lola. Et comme elle a refusé la relation S, vous l'avez mise dans un taxi. C'est faux. J'ai compris à un moment qu'il y avait un souci, mais je n'ai pas une seule fois imaginé quelque chose comme ça. Je pensais à un vol ou un truc de ce genre. En audition, vous avez dit « Je ne vais pas me faire mal au crâne à cause d'une tarée ». Et vous avez précisé qu'elle envisageait de se débarrasser d'une valise et de quelques affaires. Elle voulait laisser des affaires chez vous? Je lui ai dit qu'elle ferait le tri plus tard. Une fois qu'elle est partie, avez-vous eu d'autres contacts avec elle? Elle m'a recontacté pour me demander si je pouvais l'héberger à nouveau. À 23h13 précisément, indique le président. J'ai refusé, j'ai dit que j'étais fatiguée. Vous l'aidez à 18h, mais pas à 23h. Chez moi, c'est pas un moulin. Cela a eu des conséquences pour vous, cette garde à vue? C'est compliqué d'avoir son nom associé à une telle horreur. J'ai perdu mon travail, j'ai perdu mon logement. Le président invite l'accusé à s'exprimer. Madame Ben Kiret, que souhaitez-vous dire? Je lui ai dit dans la voiture qu'il y avait un corps dans la malle et il l'a vu chez lui. Il avait donc connaissance du corps dans la malle? Oui. Moi, je ne voulais pas enterrer le corps, je voulais m'en débarrasser, c'est tout, reprend l'accusé. C'est-à-dire, demande le président. Le laisser à un endroit et partir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle finira par faire, puisqu'elle abandonnera la malle dans les parties communes de l'immeuble, et c'est un SDF qui découvrira la malle plus tard et qui alertera la police. Moi, je ne voulais pas donc enterrer le corps, je voulais le laisser à un endroit et partir, c'est ce qu'elle a fini par faire. Le président pousse l'accusé dans ses retranchements. Si Dabia Ben Kiret s'embrouille, elle finit toujours par rebondir et répondre avec certitude. Le président va désormais lire plusieurs témoignages, dont celui du chauffeur qui a transporté l'accusé de chez Rachid N jusqu'à sa sœur. Lors de sa première audition, la sœur de l'accusé a déclaré « Je pensais qu'il y avait de la drogue dans la boîte, mais certainement pas un corps ». La jeune femme a également confié aux enquêteurs ses doutes sur le fait que Ben Kiret aurait tué son ex-compagnon. Invité à prendre la parole, Ben Kiret déclare « Je dois vous dire que j'ai pris 3 Lyrica, qui est un antiépileptique, et un anxiolytique ce jour-là. Sauf qu'on rappelle que lorsqu'elle a été examinée, les examens toxicologiques ont montré qu'elle avait juste des traces de cannabis et pas d'autres anxiolytiques. Et même si c'était le cas, c'est pas ça qui justifie la monstruosité qu'elle a fait subir à Lola. Vous ne l'avez jamais dit avant, vous vous souvenez maintenant? Oui, depuis que je suis à l'hôpital. Bah oui, puisque la défense ce serait de plaider qu'elle n'avait pas son discernement au moment des faits, ce serait tellement plus facile. Pourquoi vous ne l'avez pas dit avant? Demande le président. Parce que j'avais peur. De quoi? C'est quoi le plus grave? De prendre 3 Lyrica ou de tuer une jeune fille dans les conditions que l'on connaît? Je sais que j'ai tué un bébé, un ange. Au jour d'aujourd'hui, elle doit être au paradis. Un murmure d'indignation se fait entendre dans la salle. Tu m'étonnes. Erratum. Ben Kiret aurait pris 3 comprimés de Lyrica la veille des faits et non le jour même. Là, elle trouve des excuses. En fait, s'il pouvait l'exonérer de responsabilité pénale en plaidant le fait qu'elle n'avait pas sa tête au moment où elle a commis ses atrocités, sauf que c'est bête, les experts ont conclu qu'elle avait qu'elle était atteinte d'aucune pathologie. Dommage, hein, et qu'elle avait toutes ses facultés mentales au moment des faits. Bon. L'accusé s'embrouille, bafouille, mais malgré les preuves de ses mensonges, maintient sa version. Le lendemain, j'ai pété un plomb. Vous voulez dire que les 3 comprimés vous ont poussé à faire ça? Oui. Vous ne l'avez jamais dit.
En quoi ça peut expliquer ce que vous avez fait à Lola, reprend le président. Je sais pas, je n'étais pas moi-même. L'avocat de la partie civile insiste pour que la cour diffuse la photo de la valise dont Ben Kired a essayé de se débarrasser. C'est dans cette valise que se trouvait le cartable Ispark gris de Lola avec toutes ses affaires. Dans la valise noire se trouvaient des vêtements appartenant à Ben Kired en taille 34-36 ainsi qu'une gourmette en or avec le prénom de Lola. Pouvez-vous lui demander à quel moment elle a retiré cette gourmette et comment elle s'y est prise, demande l'avocate des parties civiles. En effet, la gourmette ne faisait pas partie de la valise contenant les affaires dont l'accusé voulait se débarrasser. Ben Kired répond. Quand je lui ai demandé d'aller prendre une douche, elle l'a retirée elle-même. Pour quelle raison l'avoir mise dans la valise noire, celle qui contient vos affaires? Pour le voler, tout simplement. Je n'ai plus de souvenir. Elle n'est pas dans la mallette dont vous voulez vous débarrasser, reprend l'avocate. Je voulais me débarrasser de toutes les valises de base, répond l'accusé, dédaigneusement. Mais oui. Eh ben, l'audience est levée, elle reprendra demain à 9h30. Merci de nous avoir suivis. C'est vraiment ignoble. Donc je vais lire maintenant le compte-rendu de la 3e journée d'audience donc au procès Ben Kired. Donc l'audience du 21 octobre. Donc c'est parti, allons-y. 3e journée d'audience au procès Ben Kired, essentiellement consacrée à l'audition de témoins. Ben Kired vient d'arriver dans le box des accusés. Elle porte ce matin un sweat blanc. Elle est tout aussi impassible que les 2 jours précédents. La dégradation de son état est arrivée après la perte de ses parents, raconte le témoin. J'ai tout de suite pensé au crack. Elle avait beaucoup maigri, elle avait des taches particulières sur le visage. Elle se prostituait, Dina, donc j'imagine que Dina c'est son diminutif à Davia, demande le président. Ça peut être un billet après une relation S. Il faut savoir qu'apparemment elle avait des relations S tarifées avec des Algériens beaucoup plus âgés qu'elle, qui avaient une 50aine d'années alors qu'elle en avait la 20aine. Voilà, après elle accuse un peu tout son entourage, sa famille, de l'avoir abusée S. Tout ça n'a pas été prouvé. Elle avait également une relation extrêmement toxique avec un type, je ne sais plus comment il s'appelle, et elle justifie en fait d'être passée à l'acte sur la jeune Lola parce que elle en voulait à son ex. C'est complètement incohérent. Bref, je reprends le compte-rendu de l'audience du 21 octobre. Donc, elle avait des relations S tarifées. Alors, on demande à ce témoin si justement elle se prostille plus loin tu es. Lui, il répond rien de tout ça. Il y avait parfois des soirées avec des relations S. Et Dina, pas avec Dina, moi avec sa sœur, mais on ne passait pas de soirée avec Dina. Dina, je l'ai connue avant que ses parents partent, et elle n'était pas comme ça, reprend le témoin. Pour moi, c'est la perte de ses parents qui l'a fait changer, c'est une certitude. L'avocat général pose des questions sur la relation entre Fria et le témoin. La jeune femme aurait parlé de lui comme son petit ami, son compagnon, quelqu'un avec qui elle aurait aimé plus. Fria, c'est une personne que je respecte, c'est une personne que j'ai fréquentée pendant plusieurs années, mais avec qui je ne veux pas me mettre en couple pour des raisons personnelles, répond Anis D., donc le témoin. L'avocat général interroge le témoin sur le changement observé chez Ben Kired. Quand vous croisez Dina à l'épicerie, 5 mois avant les faits, son aspect physique vous choque. Des boutons, des cicatrices. Elle vous demande de lui payer une canette. Oui. Vous trouvez qu'elle a l'air d'une toxico, mais vous ne la voyez pas consommer. Oui. Vous lui avez livré du cannabis? Le témoin fait non de la tête. Le magistrat évoque des témoignages où Anis D. apparaît comme un dealer qui se promenait avec des filles en voiture. Moi, je suis un dealer et un proxé plus loin net, si j'ai bien compris, s'agace le témoin. Le soir des faits, le témoin avait essayé de contacter Fria, donc qui est la sœur de Davia B, mais celle-ci ne répondait plus car elle avait été placée en garde à vue. L'avocat de la défense, maître Alexandre Valois, prend la parole. Elle est comment, en parlant de l'accusé, quand vous l'appelez et que vous lui dites que Fria est en garde à vue? Elle est inquiète? Non, c'est plutôt Fria qui semblait très inquiète. Elle sentait qu'il s'était passé quelque chose. Dina m'a dit « T'inquiète, elle pleure pour rien, ma sœur. »
Elle n'était pas dans son état normal, estime le témoin. Après un truc comme ça, tu pars, mais tu restes pas là à dormir. Pour moi, elle n'était pas consciente de ce qu'elle faisait. Le président invite l'accusé à se lever. « Voulez-vous répondre à ce qui vient d'être dit ?» demande le président. « Non. » Même concernant la prostie plus lointuition, il n'était pas au courant. Je n'en parlais pas avec lui, il traînait plus avec ma sœur. Après une courte suspension, l'audience est reprise. Fatah A est entendue en visioconférence depuis sa prison. C'est une connaissance de Benkired. Que du beau monde, hein. Du beau monde très toxique, hein, aussi. Je présente mes condoléances à la famille, mes condoléances pour le papa, pour cette famille qui traverse quelque chose d'incommensurable, commence le témoin. Il raconte sa rencontre avec Benkired. Je rentre d'Algérie autour du 20 juillet 2022 et je dois faire des courses. J'entre chez un commerçant de Saint-Ouen où j'ai rencontré Dabia. J'ai cru comprendre qu'elle manquait de moyens. Au départ, elle voulait une cigarette au détail. J'ai posé le paquet sur l'étal et je lui ai proposé de lui payer quelques courses. Elle se faisait passer pour une personne de Marseille qui enquêtait, poursuit le témoin, qui déclare qu'il ne l'a pas cru à l'époque. Elle était en train de refaire ses papiers. Elle n'était pas inspectrice de police à Marseille ou autre. Donc sa propension à la mythomanie. Elle pouvait passer du coq à l'âne. C'était très difficile d'avoir une conversation sérieuse. Je sentais qu'elle était vague dans ses décisions. Un jour quelque chose, un autre jour c'était encore autre chose. Vous attendiez quelque chose de cette relation, demande le président. Benkired et Fatah A ont eu en effet quelques relations S ensemble. Il n'y a pas eu d'échange d'argent, c'était totalement consentant, précise le témoin. Elle parlait de mariage avec moi, de sa volonté de s'établir en Algérie. Elle était fortement intéressée pour s'établir en Algérie, alors qu'elle a dit, hein, souvenez-vous au début du procès, quand on lui a demandé, alors qu'elle était sous OQTF, pourquoi elle n'était pas retournée en Algérie, elle avait dit qu'elle n'avait rien à faire en Algérie. Bref. Vous aviez des sentiments, demande le président. Aucun, mais j'étais prêt à la prendre en charge. Elle était sincère dans votre relation, selon vous, reprend le président. Non, parce qu'elle était très changeante. Elle était vraiment en détresse. Elle avait besoin de sécurité, de réconfort, d'un foyer. Avant les faits, comment vous la décririez? Il y a eu un passage où j'ai eu l'impression qu'elle était possédée, c'est-à-dire, suite à des situations que j'ai pu observer, j'ai eu l'impression qu'elle parlait avec des personnes. Je l'ai vue parler avec quelqu'un, et après elle m'a dit qu'elle avait parlé avec un mort. Vous avez dit que vous aviez l'impression qu'elle avait profité de vous. Elle dit que c'est vous qui avez profité d'elle. Comment ça? Sexuellement. Vous avez profité d'elle? Ce n'est pas le cas, répond sobrement Fatah A. Vous croyez en la sorcellerie? Non. Lui avez-vous fait boire de l'eau de mort? L'eau de mort entre guillemets. Je ne sais pas ce que c'est, répond le témoin, médusé, après un petit rire. Elle a dit que vous l'aviez emmenée dans un cimetière où se trouvaient des enfants, que vous aviez TU et S. Non, je suis stupéfait d'entendre ça. Le président rappelle que Benkired a raconté lors de l'une de ses auditions que Fatah A, qui l'a amené à faire ça, je n'avais aucune idée de ce que je faisais, pour moi c'est Fatah A qui m'a ensorcelé. Vous l'avez initié à des rites particuliers, reprend le président? Non, je suis totalement étranger à ce genre de pratiques et de croyances. Fatah A réfute totalement avoir frappé, violenté ou même abusé de Dabia Benkired. Madame Benkired, avez-vous quelque chose à dire? Demande le président. Non, répond l'accusée en restant assise. Levez-vous quand même, ce sont vos déclarations. Vous avez expliqué que ce qui était arrivé avait un lien avec Fatah A. J'avais des hallucinations quand j'étais avec lui, explique l'accusé. Il m'a fait boire un truc et je voyais tout à l'envers. Lors de votre première audition, vous avez dit que vous aviez fait à Lola, que ce que vous aviez fait à Lola, c'était à cause de lui. Oui, c'est possible. Lui dit autre chose. C'est normal, il ne va pas vous dire que c'est lui. L'avocat de la partie civile cherche à savoir si Benkired avait l'habitude de mentir. Ça nous arrive à tous de mentir, répond l'accusé. L'avocate interroge Benkired sur l'eau de mort et sur les rites et sacrifices auxquels Fatah A l'aurait obligé à assister. Quand vous a-t-il fait boire ce breuvage? Demande l'avocate. Je ne sais plus, c'était l'été. Quand je le bois, je n'ai plus la tête après. C'était le matin, le soir? C'était le soir, après que nous avons été dîner au restaurant. J'ai vu la bouteille, j'ai commencé à avoir flou, je n'étais plus dans mon état normal.
L'avocat insiste et tente de connaître les détails de cette scène. Une bouteille fermée, interroge-t-elle? Oui. Une bouteille d'alcool? Non, ce n'était pas de l'alcool, j'en avais déjà bu. C'est lui qui vous propose? Il vous dit quoi? C'est venu comme ça, il ne cherche pas à savoir. Comment savez-vous que c'est une boisson spéciale? À cause des effets. Il vous a amené dans les cimetières avec des sacrifices d'enfants? Non, non, attention, retenez bien ça. Non, mais chez lui ça ressemble à un cimetière, c'est pour ça. Il ne vous a donc pas amené dans un cimetière? Non. L'avocat général fait remarquer à l'accusée que c'est elle qui écrivait à Fatah A. C'est parce que vous n'avez pas remonté tous les messages, riposte l'accusé. Les éléments que j'ai dans le dossier disent le contraire de ce que vous dites. Vous voulez que j'aille dans votre sens, mais ça ne se passe pas comme ça, réplique l'accusé, en fixant le magistrat d'un air mécontent. L'audience est suspendue, elle reprend à 14h15. Mustapha M., l'ex-petit ami de l'accusé, est à la barre pour témoigner. Dina, je l'ai connue quand elle est arrivée, il y a 7 ou 8 ans, commence le témoin. Elle devait avoir 18 et moi 24 ans. Elle était très belle et très joyeuse, elle vivait à Brie-sur-Marne, et moi aussi. Quand je l'ai rencontrée, elle était vierge. On avait décidé de ne pas consommer, mais avec le temps, elle voulait connaître d'autres choses. On s'est séparés un moment, et on s'est retrouvés 2-3 ans plus tard, mais ça n'a pas marché. Après la mort de ses parents, Dabia a totalement changé selon lui, elle était différente. Le témoin explique qu'il a cherché à contacter Ben Kired quand il a appris les faits pour tenter de comprendre. C'est inexplicable pour moi. Pour la première fois depuis le début du procès, le masque figé de Dabia Ben Kired se brise et elle verse quelques larmes. Mustapha M. évoque maintenant ses débuts avec l'accusé. Elle était magnifique, je pouvais marcher avec elle, les regards se tournaient vers elle, elle était joyeuse, marrante, la vie était un petit peu plus simple. Il précise que Dabia Ben Kired ne fumait ni ne buvait au moment de leur rencontre. Il évoque ensuite sa consommation de cannabis. Je n'ai pas vu le décollage, mais j'ai vu la haute altitude et l'arrivée. « Pourquoi vous êtes-vous séparés » demande le président. « Peut-être que les fréquentations ne l'ont pas aidé. J'ai vu les conséquences. Quand on est jeune, belle, entourée de gens qui veulent profiter, ça ne solidifie pas le couple. » Mustapha M. évoque une dégringolade après le décès de la mère de Ben Kired. Elle a été lente mais exponentielle, précise-t-il. Quelque temps avant les faits, Dabia avait demandé à rencontrer Mustapha après plusieurs mois sans se voir. Quand elle est montée dans la voiture, j'ai remarqué qu'elle avait extrêmement changé. Je la connais depuis qu'elle a 18 ans. Là, elle était très froide. La jeune femme lui aurait dit avoir rencontré quelqu'un. Lorsque Mustapha M. lui demande qui est-ce, elle répond « Cette personne, c'est toi ». Mustapha M. lui répond que c'est impossible. « Il te ressemblait, mais en vieux », aurait repris Dabia, en faisant référence à Fatah A. Alors je l'ai suivie. Elle explique que Fatah a fait des choses bizarres. « Il m'a emmenée dans un endroit bizarre », aurait-elle déclaré. « Il y avait des bougies, c'était dans le noir. Il m'a fait des trucs bizarres. C'était vraiment étrange. » Début octobre, 10 jours avant les faits, Dabia demande à Mustapha de l'héberger. Elle me regarde dans les yeux et me dit « À toi, je ne ferai jamais de mal. Et aussi, c'est bon, mon oncle m'a trouvé un travail, je vais sortir de la MERDE. » Et elle ajoute « Je vais TER des gens. » Normal. Comme si elle balançait « Tiens, je vais aller acheter du pain, je reviens. » Elle vous dit « Mon oncle m'a trouvé un travail et je vais TER des gens ?» demande le président. « Oui, mais à aucun moment je ne l'ai prise au sérieux. On ne peut pas comprendre quand on a une vie équilibrée. Dabia, c'est la fille qui donnait du pain au canard avec sa mère. Moi, quand elle me dit ça, ça peut paraître étrange, mais je ne l'ai pas cru. » Le président fait savoir que Mustapha M. a nommé Ben Kired, entre guillemets, PUTE, dans son répertoire téléphonique. Il lit quelques messages que l'homme lui a envoyés. Vous allez voir que c'est une relation encore très saine et pas du tout toxique. Donc, il lit quelques messages que l'homme lui a envoyés. « Tu finis à quelle heure ? Réponds si tu as fini de SUCER. Dis-moi si tu es dispo et combien ?» C'était de la taquinerie, mais c'est vrai que ce ne sont pas des propos acceptables, réagit le témoin. Le jour des faits, Ben Kired lui écrit « Réveille-toi, sale, plus loin MERDE, viens, on fait un gosse, point d'exclamation. » S'en suivent d'autres messages du même acabit.
Puis en début d'après-midi, elle envoie « Je vais faire un truc avec mes doigts ». Puis à 14h55, soit 15 minutes avant les faits, elle écrit « Je te donne un rendez-vous après, j'ai un truc à faire ». Le président invite Ben-Kired à réagir. Elle demande à s'adresser directement au témoin, ce qui lui est accordé. « Quand j'avais une cagoule et de l'argent sur mon CUL, tu prenais des photos pour faire quoi ?»« Tu es sûr que c'était moi ?» répond le témoin, très gêné. « Certaine. T'as juré de dire toute la vérité quand même. » « On peut passer à autre chose, Madame Ben-Kired, intervient le président. J'étais vierge, il m'a prise par derrière, poursuit l'accusé. À l'époque, il était un petit dealer. Je l'accompagnais partout et je portais tout sur moi. Il était très méchant avec moi. » Dabia Ben-Kired affirme que son ex-compagnon l'a prosti plus loin TU et E. Le président invite le témoin à réagir. « Mis à part que c'est faux, je ne peux rien dire, je suis atterré. » « Vous ne savez pas quoi dire ?»« Si, je sais quoi dire, c'est faux. » Comment avez-vous vécu toute cette période avec M demande le président à l'accusé. Il était très méchant avec moi. Quand je rentrais, il m'envoyait à la douche et il me demandait une FE2LATION directe. Vous êtes sûre de ça, Madame Ben-Kired? Certaine. Et à chaque fois qu'on s'est vu, on a toujours couché ensemble, on ne s'embrassait pas. Jusqu'à aujourd'hui, je l'aime encore, mais j'aimerais lui faire du mal. La première personne que j'ai croisée en sortant, c'était la petite. Il y en a eu d'autres, insinue le président. La première, c'était elle. Je ne suis pas sûre. Il y en a eu d'autres, et pas de fillette de 12 ans, rétorque le président. Oui, reconnaît l'accusé. Il y avait une femme avec sa poussette, mais elle n'était pas assez faible pour moi. J'avais de la haine contre lui, j'étais en colère. Je voulais la voir, je voulais le voir, il n'a pas accepté. Je voulais lui faire du mal à lui, mais pas à la petite Lola. J'avais tellement mal que je voulais lui faire du mal à lui, je voulais me venger. Je voulais pas le TUR, mais lui faire du mal. Vous nous dites cet après-midi-là qu'il est responsable de ce que vous avez fait à Lola? Oui. Pour tout vous dire, je me sens beaucoup plus en sécurité en prison que lorsque j'étais avec lui, reprend l'accusé d'une petite voix. Souhaitez-vous réagir, monsieur? Demande le président au témoin. Ça me touche énormément, je ne trouve pas les mots, je suis atterré. Mustapha M. estime que des pistes n'ont pas été creusées. Il y a beaucoup de zones d'ombre, reprend-il. On parle de quelque chose d'horrible. Il y a un homme avec qui elle est restée 4 heures. On pourrait un peu plus pousser. On voit des gens qui font des choses bizarres, on déplace des corps, il y a des chiffres. Le témoin demande la vérité par respect pour la famille de Lola. Le témoin avait évoqué la piste d'une secte PEDO, plus loin satanique, devant l'enquêtrice de personnalité. Je ne suis pas certaine que ce soit à vous de parler de respect pour la famille. Monsieur coupe le président d'un ton sec. Essayez de maîtriser vos propos. Vous parlez de respect, c'est bien, mais vous ne respectez pas trop la famille en faisant croire que des pistes n'ont pas été creusées. Pour moi, quelqu'un qui parle de secte satanique n'a pas lu le même dossier que moi. Maître Valois, l'avocat de Ben-Kired, interroge le témoin. Vous interprétez comment, quand Dabia Ben-Kired vous dit, peu avant le crime, qu'elle va bientôt utiliser ses doigts? Comme un geste de violence ou comme un geste sexuel? Aucun des deux. Maître Valois demande à ce qu'une photo récupérée dans le téléphone de Mustapha M. soit diffusée devant la cour d'assises. On y voit une jeune femme dont le visage est masqué d'une cagoule, accroupie dans une combinaison rose très ajourée, et on voit la silhouette d'un homme qui semble la PENETRER. La photo ressemble étrangement à celle décrite par l'accusé peu avant. Tout le monde était consentant et cela n'a rien à voir avec ma présence ici, réplique le témoin. Maître Valois note que ces images s'accordent mal avec le respect des femmes. Pour le respect des femmes, j'en fais ma conscience personnelle. Julie D s'avance à la barre. Il s'agit d'une amie d'enfance de Mustapha M. Ils se sont beaucoup aimés et ils se sont beaucoup détruits aussi, estime la jeune femme. Un jour, il y a eu une coupure. La relation était très toxique. Ils se parlaient mal, il y avait de la violence verbale. Mustapha ne supportait pas ce qu'elle était devenue et s'est monté crescendo. Il a pu être humiliant, demande le président. Oui, ça c'est possible. Un lien avec une activité de prosti plus loin TU plus loin TION? Non, je n'ai aucun doute sur ça.
Maître Karine Bourdier, avocat de la famille de Lola, prend la parole. Est-ce qu'elle se sentait en sécurité avec lui? Pas du tout, c'était son repère. Elle n'avait pas peur de lui. Non, pardon. Est-ce qu'elle se sentait en insécurité avec lui? Pas du tout, c'était son repère. Elle n'avait pas peur de lui. Elle voulait des enfants avec lui. Selon la témoin, Mustapha M. trouvait que l'accusé avait changé à l'été 2022. Il m'a dit qu'elle avait rencontré de mauvaises personnes, se souvient Juliette T. Il m'a dit qu'elle racontait des trucs pas clairs, sombres, qu'elle parlait de cimetières, qu'elle voulait TUR des gens. 2 autres témoins sont entendus, dont une pharmacienne au centre d'addictovigilance de Paris, qui vient expliquer les effets du cannabis. La pharmacienne, entendue à titre de simple renseignement, est interrogée sur le Lyrica. C'est un médicament qui a montré des complications possibles, explique-t-elle, avant d'évoquer un trafic de rue ces dernières années. D'accord. Donc voilà, là on arrive à la fin de la 3e journée d'audience. Alors je vais lire un petit article concernant. Donc on voit qu'elle avait un entourage quand même bien toxique, hein, avec des compagnons avec qui avaient des relations S avec elle de façon tarifée et pas de façon très saine, hein, notamment le profil, je reviens sur le profil de Fatah A, qui est le dernier compagnon de Dabia Benkired, hein, celui qui a une 50aine d'années. Donc ils ont eu une relation au cours de l'année 2022. Il a été donc entendu par le tribunal, on a entendu son témoignage tout à l'heure. Il faut savoir qu'il est actuellement incarcéré car il purge lui-même une peine de prison pour violence conjugale avec une arme. Donc Benkired avait accusé cet homme de l'avoir VIO-L-E, hein, frappé et ensorcelé en lui faisant boire un liquide. Et que, soi-disant, qu'il l'aurait amené dans un cimetière, etc., pour accomplir des rites sacrificiels, patati et patata. Alors qu'en fait, elle dira plus tard que en fait, c'était pas un cimetière, mais que chez lui, ça ressemblait à un cimetière. Voilà. Donc, pour résumer cette 3e journée d'audience, on voit que les avocats de la défense élaborent une stratégie de défense, hein, qui semble se profiler. Donc, on parle de dérive sociale, hein, c'est-à-dire après la mort, coup sur coup, de ses parents, donc voilà, ils vont plaider la dérive sociale. Après la mort de ses parents en 2019-2020, le chagrin occasionné, donc elle serait partie à la dérive, elle aurait perdu ses repères. Donc pour ça, il y a le témoignage, hein, d'un ami, Anis D, qui dit avoir été choqué par sa transformation physique, hein, qu'on aurait dit une clocharde. Dit-il en se souvenant en l'avoir aperçu quelques mois avant le crime. Donc voilà, l'errance sociale, le fait que elle ne pouvait pas payer les factures, elle devient SDF, elle n'a pas de travail, donc ça l'aurait contrainte à se prostituer plus loin, TUR, à droite et à gauche. Donc des failles psychologiques, elle aurait avalé des médicaments, en l'occurrence du tramadol, le médicament qui était prescrit à son père. Donc voilà. Donc la drogue, hein, elle sombre également dans la drogue, c'est un cercle vicieux, elle ne consomme pas seulement du cannabis, mais aussi des médicaments très puissants, y compris la veille des faits soi-disant, et qui lui aurait fait péter un plomb. Les hommes et le S, hein, donc témoignage après témoignage, Benkired présente les hommes autour d'elle comme dénués de bonnes intentions, uniquement intéressés par le fait d'avoir des relations S avec elle, que ce soit Karim B, l'homme du café Le Rallye, qui l'aurait selon elle abordé dans la rue pour avoir un rapport S tarifé, Rachid qui serait venu l'aider avec son VTC dans le but d'avoir un rapport S tarifé, et qui de fait achètera quand même des préservatifs,
Dabia est aussi décrite comme une femme qui aimait courir les hommes bien avant de sombrer dans la marginalité. C'est ce qu'a indiqué mardi dernier Anis, l'ami de sa sœur. Par la suite, son dernier compagnon en date, Fataha, appelé à témoigner depuis la prison, donc où il purge une peine pour violence conjugale, ce qui pose évidemment la question du comportement qu'il a pu avoir avec elle, et pour lequel elle déclarera avoir été VIO, plus loin elle et eux, frappée, contrainte à faire des rites, etc., etc. Et donc ensuite, le passage à l'acte qui découlerait, donc le mobile proviendrait d'une passion amoureuse pour Fataha qui aurait été contrariée. Donc ils cherchent des excuses, hein, ils essaient de trouver, d'apporter un peu de logique dans une affaire où il n'y en a absolument pas. Donc voilà, en France, on l'a compris, Ben Kired se met en couple avec un certain Mustapha, décrit comme un homme qui aime faire la fête. Les femmes et qui tremperaient dans le trafic de stupes. Selon Dabia B, ce serait d'ailleurs parce qu'il stockait de la drogue chez lui qu'elle y aurait goûté, relation conflictuelle. Elle le dénonce à la police pour violence conjugale, tandis que lui-même dépose une main courante parce qu'elle ne veut pas partir de chez lui. Il veut rompre, mais Dabia ne semble pas parvenir à passer à autre chose. Selon un témoin, elle harcelait Mustapha. Vendredi 17 octobre, au procès, elle en a parlé comme de l'homme de sa vie, sauf que lui n'a manifestement pas les mêmes sentiments. Par la suite, début 2022, elle entretient une relation avec Fataha, plus âgé puisqu'il a une cinquantaine d'années, à qui elle dira qu'il est Mustapha mais en plus vieux. Le jour des faits, Mustapha lui envoie un message insultant qui reflète pour la défense le rapport qu'elle entretenait avec lui, entre guillemets SUCE plus loin PUTE. Dès le premier jour du procès, au moment du récit des faits, l'avocat de Dabia a tenté de montrer la concordance entre ses échanges avec Mustapha et le passage à l'acte le 14 octobre. On comprend qu'il serait, d'une certaine façon, pour la défense, l'un des éléments déclencheurs. Ce témoin a été auditionné mardi après-midi. Donc Lola aurait été une cible vulnérable choisie pour sa docilité. Le premier jour d'audience, la défense a laissé entendre que Ben Kired avait détourné sa colère contre Lola, même si c'était à Mustapha qu'elle en voulait. Pourquoi Lola? Parce que Lola est une cible facile, contrairement aux hommes qui l'entouraient, docile, facile à violenter, comme le montre la suite des événements et l'absence de plaie de défense. Lola a eu le malheur de croiser sa route ce jour-là, en rentrant chez elle. Autre point que la défense pourrait exploiter, lorsque Ben Kired retourne rue Manin chez sa sœur Fria avec les 2 valises et la malle où se trouve le corps de Lola, après s'être rendue chez Rachid, elle demande à sa sœur de l'aider à monter les bagages. Sa sœur, suspicieuse, lui demande ce qu'il y a dans la valise. Dabia ne veut pas répondre. Fria, panique, appelle un ami Anis D qui tente en vain de dialoguer avec Dabia pour savoir ce qu'elle transporte finalement. Fria demande, regarde dans la malle et croit percevoir un dos. Elle hurle par téléphone, elle indiquera à Anis qu'il s'agit peut-être du dos de Mustapha, d'autant que, dit-elle, Dabia lui avait confié que Mustapha serait un jour son mari, ou ne serait pas. Concernant Lola, le discours de l'accusé a en tout cas radicalement changé entre ses auditions au cours de l'enquête et ses déclarations au procès. Désormais, elle concède que son crime contre une petite fille de 12 ans était particulièrement ignoble et absurde. Je sais que j'ai tué un bébé et un ange. Au jour d'aujourd'hui, elle doit être au paradis, a-t-elle déclaré lundi 20 octobre. Face à cela, le travail des parties civiles et l'accusation va être sans doute de montrer que Ben Kired était responsable, pleinement responsable de ses actes et de la dérive qu'il a menée jusque-là, et que ce crime d'une rare sauvagerie doit être puni le plus sévèrement possible, à savoir donc 30 ans la réclusion criminelle à perpétuité, c'est-à-dire 30 ans incompressibles. Et j'espère bien que ce sera le cas. Donc voilà pour ces 3 premières journées dans le procès de Dabia Ben Kired. Donc il va y avoir encore 2 journées à suivre, le jeudi 22 octobre et le vendredi 23 octobre, où on aura, je crois, vraisemblablement le verdict de prononcer. Donc si cette vidéo assez longue vous a intéressé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter,
à partager et à vous abonner, c'est encore mieux et ça aide pour l'algorithme de mes vidéos sur YouTube. Ça aide pour la visibilité de la chaîne. Donc c'est vraiment une affaire extrêmement choquante. Donc je vous demanderai de commenter avec respect, s'il vous plaît. Et quant à moi, je vous dis donc à très bientôt pour couvrir la suite de ce procès. D'ici là, portez-vous bien et affaire à suivre.